Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Euh, bonsoir à nos auditeurs, bonsoir à mes invités que je vais présenter tout de suite. Alors, je suis Anne-Marie Coustou, référente des Patriotes du Lot et référente nationale pour l'agriculture. Et ce soir, je vais faire une vidéo avec trois agriculteurs que j'ai invités et que je vous présenterai tout à l'heure. Mais d'abord, je vais vous présenter le thème de cette vidéo. En fait, c'est sur le marché européen de l'électricité. Alors, pas sur l'électricité elle-même, parce que je vous précise que je n'ai aucune compétence dans ce domaine, mais sur les conséquences que ce marché européen de l'électricité a sur nos paysans. Voilà, et de plusieurs manières d'ailleurs. Donc, je précise également que je n'ai aucun conflit d'intérêt, je ne suis pas rétribuée par EDF et encore moins par les sociétés privées qui implantent des éoliennes et du photovoltaïque dans nos campagnes. Voilà, je ne suis pas non plus spécialiste de ce sujet et donc je vais quand même présenter un petit peu ce marché européen de l'électricité pour savoir de quoi on parle. Et après, je donnerai la parole à mes trois invités. Alors, le premier, c'est Claude, un paysan de Bonsoir Anne-Marie. Loire-Atlantique. Bonsoir Claude. Voilà, Claude est paysan et en même temps entrepreneur agricole, c'est-à-dire que bon, il a des machines et il travaille pour d'autres paysans qui en ont besoin. Mais il se présentera de manière plus précise tout à l'heure, juste avant de témoigner. Ensuite, nous avons Luc Offray, ah oui, j'ai pas dit le nom de famille, Claude Leblay et Luc Offray. Alors, Luc Offray, lui, il est des Côtes d'Armor. C'est un éleveur bon, qui a été ruiné par justement les effets de ce marché, ce qu'il va nous expliquer tout à l'heure. Et voilà, je le laisserai se présenter également plus précisément tout à l'heure. Et, et bonsoir quand même, même si on s'est dit bonsoir Bonsoir. avant l'émission. Et enfin, Laurent Meige, qui est un Auvergnat, qui est du Puy-de-Dôme, éleveur lui aussi, et lui aussi en proie à des difficultés incroyables, avec un peu les mêmes problèmes d'ailleurs que Luc. Voilà. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et bienvenue à tous les trois. Alors, je dois dire que j'ai invité ces trois paysans parce que je les trouve admirables et je trouve que ce sont des héros du quotidien dont on ne parle pas assez, des héros anonymes, même si deux d'entre eux parlent sur TikTok et sur YouTube pour Laurent. Mais malgré tout, je trouve qu'on ne parle pas assez de tous ces paysans qui sont impactés par toutes ces mesures qui nous arrivent de l'Union européenne, que ce soit actuellement le Mercosur, mais tous les traités de libre-échange qui ont fait baisser leurs revenus par une concurrence déloyale, que ce soit par des normes très nombreuses et complètement stupides qui leur font perdre du temps et qui leur gâchent leur quotidien, que ce soit de mille autres manières, par des maladies dont on ne sait pas trop d'où elles viennent et qui les obligent à vacciner le bétail, que ce soit par justement des infrastructures de télécommunication et énergétiques qui leur empoisonnent la vie et qui au final les ruinent. Donc voilà, ce sont des héros anonymes qui résistent. Je dois rappeler quand même pour nos auditeurs qu'il y a deux paysans qui se suicident chaque jour et moi, il ne se passe pratiquement pas un jour sans que je pense à eux et que je leur rende hommage personnellement. Et donc, c'est pour ça que ceux-là qui sont debout dans l'adversité, qui restent debout et qui luttent, et on voit bien qu'en ce moment, ils luttent très bien, très vaillamment, je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite. Voilà. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravie de les inviter ce soir pour leur rendre hommage en même temps. Voilà.
Alors, nous allons parler de ce marché européen de l'électricité, mais pour cela, il nous faut présenter très brièvement EDF, donc Électricité de France. C'est une entreprise nationale qui a été créée juste après la libération en 1946, hein, le 8 avril 1946, par le gouvernement provisoire de la République française. Et son statut est un statut d'entreprise nationale. Plus exactement, c'est un EPIC, c'est-à-dire un établissement public de l'industrie et du commerce. Alors, c'est évidemment grâce à l'argent des contribuables, grâce au travail et à la sueur de dizaines de milliers d'ouvriers et à l'ingéniosité de techniciens, d'ingénieurs et tout ça, que EDF, avec tout son système de centrales hydroélectriques, de barrages, bon, etc., de transport de l'électricité et même d'usines marémotrices, a pu comment dire, produire une énergie abondante et bon marché pour tous les Français, ce qui était le cas encore il n'y a pas si longtemps que ça. EDF a malgré tout été privatisé en 2004, hein, une grande vague de privatisation. On se doute que c'est sous la pression de l'Union européenne. Elle reste cependant contrôlée à 100% par l'État, parce qu'aucune entreprise privée ne voudrait prendre en charge les frais de son entretien, bien évidemment. Mais si elles ne veulent pas prendre en charge les frais de l'entretien, par contre, elles veulent bien profiter des bénéfices que ça peut rapporter de vendre l'électricité. Alors, sous la pression de l'Union européenne, vous savez que la doxa de l'Union européenne, c'est le libéralisme économique qui oblige à l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire que tout ce qui est public, tout ce qui est nationalisé, tout ce qui est d'État est très mal vu et même considéré comme, comment dire, devant être détruit. C'est ainsi qu'on a détruit beaucoup d'entreprises nationales et donc EDF n'a pas échappé à cette purge. Donc l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie s'est fait dans les années 90, une période où justement on a vu apparaître toutes ces mesures de privatisation de manière un peu plus nette, parce qu'il y en avait déjà eu dans les années 80. Et c'est avec l'adoption d'une première directive européenne en 1996 concernant l'électricité et qui a été suivie 2 ans plus tard en 98 par une autre directive pour le gaz. Et en 2014, le marché a été ouvert à de nombreux pays de l'Union européenne. Alors, arrivons-en à notre problématique. En 2011, cette ouverture à la concurrence a amené à l'instauration d'un dispositif qui s'appelle l'ARENH. L'ARENH, A-R-E-N-H, c'est-à-dire l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. C'est-à-dire que l'opérateur historique français, EDF, a été contraint de fournir de l'électricité à ses concurrents et ceci à très bas coût. Le prix est actuellement à 42 euros le mégawattheure, pardon, ce qui est vraiment très très bon marché. Et ces entreprises donc existaient déjà, ces entreprises concurrentes, ou bien se sont créées pour l'occasion, attirées par l'appât du gain, hein. C'était une véritable aubaine de pouvoir acheter de l'électricité à un tel prix. Surtout que, en fait, elles achètent l'électricité très bas, mais elles ne la produisent pas. Et elles ne l'acheminent pas, hein, puisque l'acheminement est fait par RTE, hein, un réseau de transport de l'électricité. Donc tout ce qui coûte cher, en fait, ça reste pour le contribuable français. Et par contre, tout ce qui rapporte, c'est-à-dire la vente de l'énergie, eh bien, c'est pour ces entreprises-là. Alors, les contribuables français, bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, contribuent depuis 75 ans maintenant à construire toutes ces infrastructures, ainsi que le travail des ouvriers, des ingénieurs, etc. Et malgré tout, cette ouverture à la concurrence
eh ben, les Français se voient pénalisés, si vous voulez, et contraints de renoncer aux bénéfices parce que l'Union européenne trouve que c'est un avantage immérité, un avantage comparatif par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Et voici comment ils justifient cela. Ils disent qu'il faut éviter qu'EDF ne profite une rente nucléaire, c'est comme ça qu'ils l'appellent, bénéficiant d'investissements réalisés des décennies auparavant, contrairement aux entreprises concurrentes. Autrement dit, ils nous reprochent d'avoir investi là-dedans et finalement, eh bien, il faudrait qu'eux aussi ils en profitent. Ils trouvent que ce n'est pas normal, que c'est illégitime que nous, Français, nous profitions de ce que nos parents et grands-parents ont construit dans les décennies précédentes. Voilà, c'est pour vous présenter un petit peu la logique européenne. Alors, euh, suite à cela, donc EDF est contrainte de livrer une part importante de son énergie à ces entreprises privées qui, elles, spéculent sur le marché. C'est-à-dire, elles spéculent sur ce qu'on appelle les marchés spot, c'est-à-dire le marché de court terme. Et dès que le coût de l'électricité augmente, elles vendent. Évidemment, elles font des profits mirobolants. Et tenez-vous bien, j'ai appris sur France Info il y a 2 jours que l'Union européenne envisageait de les indemniser parce que quand même, de temps en temps, évidemment, elles perdent quand le prix de l'énergie est bas. Ça leur arrive rarement, mais ça arrive. Et donc, il faudrait les indemniser pour ces pertes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils envisagent de nous faire payer, à nous tous contribuables, les pertes que ces entreprises concurrentes pourraient faire dans leur spéculation. Et je dois également vous annoncer une autre nouvelle, tant qu'on y est. Dans le cadre de la mise sous tutelle de la France et des économies, des budgets d'austérité qui nous sont imposés par l'Union européenne, eh bien, les Français vont devoir renoncer, tous ceux qui étaient fidèles à l'opérateur historique EDF et qui avaient donc des tarifs réglementés, eh bien, ils vont devoir renoncer à ces tarifs réglementés qu'ils avaient choisis pour que, justement, pour lisser leurs frais d'énergie, hein, pour ne pas avoir des hausses, des hausses, des baisses et des choses imprévisibles dans leur budget. Eh bien, ils avaient choisi de payer peut-être à peine un peu plus cher, mais d'avoir une énergie à coût constant, quoi. Voilà. Eh bien non, ça, l'Union européenne ne le supporte pas. Et donc, il est prévu qu'on nous enlève nos tarifs réglementés. Bon, voilà, donc je crois que vous avez compris un petit peu comment tout cela fonctionne. Je pense que beaucoup d'entre vous le savez déjà, mais il fallait l'expliquer pour nos auditeurs. Alors, tout cela, bien évidemment, génère des coûts supplémentaires qui sont estimés à environ 28 milliards d'euros chaque année. 28 milliards d'euros payés par qui? Vous vous en doutez. Et puis, de toute façon, la procédure de fixation des prix, elle est très complexe, elle est surtout très irrationnelle, car le marché de gros se base sur les prix de l'énergie la plus chère, c'est-à-dire en fait les centrales à gaz et les centrales à charbon de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, vous savez, qui s'est laissée entraîner dans une idéologie que je qualifierais de verdâtre, eh bien, a renoncé à l'énergie nucléaire. Et évidemment, maintenant, elle trouve qu'elle est désavantagée par rapport à nous qui avons des centrales nucléaires. Et du coup, eh bien, elle a fait toutes ces pressions pour que nous renoncions aux avantages que nous aurions pu espérer du fait d'avoir notre opérateur historique avec toutes nos centrales nucléaires. Voilà. Et la conséquence de tout ça, donc nous, les Français, sommes les dindons de la farce européenne, hein, pour le plus grand profit de l'Allemagne, mais au détriment des clients, bien sûr, des contribuables que nous sommes, mais aussi toutes nos entreprises. Parce que nos entreprises ont évidemment le même problème, avec des factures d'énergie qui explosent. Alors, ça a commencé par les artisans. Vous vous souvenez, on a beaucoup parlé de tous ces boulangers qui plient boutique. Mais après les artisans, il y a eu les TPE, PME.
Après les TPE, PME, aujourd'hui, on apprend qu'il y a même les grandes entreprises hein, comme Michelin, comme enfin Auchan, c'est autre chose, mais comme Michelin, par exemple, qui sont obligés de licencier, de fermer des services, de les délocaliser, etc., etc. Donc voilà, c'est-à-dire en fait, quand vous voulez affaiblir une nation, eh bien, vous vous attaquez à son énergie et et vous détruisez son outil énergétique, quoi, hein. Voilà. Donc, bien aujourd'hui, on va donc parler des conséquences pour nos paysans et nous en venons donc d'abord à ces paysans qui ont vu leurs factures exploser, puisque certains ont même vu leurs factures multipliées par 10. Et là, je me tourne vers Claude, qui lui a beaucoup à dire sur ce sujet. Et Claude, je vais te demander de te présenter un peu plus précisément que ce que j'ai fait tout à l'heure, et puis de nous dire que tu n'as aucun conflit d'intérêt. Bonsoir à tous, donc Claude Leblay, je suis dans le 44 à Concreuil, Loire-Atlantique. Grand entrepreneur agricole depuis maintenant de nombreuses années, puisque mon père avait commencé en 1957 et repris la suite en 93 avec un de mes frères à l'époque, et maintenant je me retrouve tout seul depuis 15 ans, et agriculteur sur 80 hectares en bio, uniquement des productions de fourrage et puis de métail céréalier et de blé noir principalement. Donc moi, mon gros problème, c'est déjà vis-à-vis des salariés. Ça a été pendant des années, puisque je n'ai plus maintenant, depuis 2 ans maintenant, je n'ai plus de salariés, je travaille tout seul. C'était les charges sociales, bien sûr, qu'il fallait assumer. Les charges de matériel, investissement, entretien, maintenance, qui représentent des sommes, surtout maintenant, colossales, pour le peu qu'on en a maintenant. Et par là-dessus, c'est greffé, bien sûr, les factures énergétiques pour l'atelier. Donc un atelier de 700 mètres carrés avec quelques outils d'atelier comme des lapidaires, des postes à souder ou un carter et un compresseur qui tourne de temps en temps. Évidemment, il y a toujours besoin. Et j'ai constaté au fil des années, surtout juste avant le Covid, 2019-2020, l'augmentation des factures. Je vous signale que pour ma part, je n'ai jamais accepté le Linky depuis plus de 10 ans, 12 ans. D'ailleurs, on me harcèle encore pour me l'installer. J'ai toujours refusé. Et puis, ça y est, je coupe un peu, mais c'est pas grave. Donc, j'ai remarqué ces augmentations de facturation qui, oui, levez les yeux. J'ai remarqué ces augmentations de facturation qui ont surtout commencé en 2019-2020 et sont devenues exponentielles depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça, ben, j'avais compris que c'était les conséquences, bien sûr, du marché européen de l'énergie. Et puis, à partir de mai 2023, je me dis stop, ça suffit. Déjà, j'avais des difficultés à payer mes factures d'EDF, parce que c'est toujours un contrat EDF qui est initial depuis la création de la SRL avec mon frère de l'époque, de 1993. Le contrat n'a jamais été modifié ni changé pour ma part. Et donc, j'arrivais à des factures à partir de mai, allez, janvier 2023, mars, tous les 2 mois. Des factures de 1600, 2000, 3000. Parfois, une chute de facture à 250, 300. Là, je ne comprenais pas. Les relevés de compteurs étaient envoyés par SMS, puisqu'il n'y avait plus de relevés. Donc, j'envoyais de temps en temps, c'est ma fille qui s'en occupait. Et puis donc en mai 2023, j'ai fini par contacter EDF à la direction commerciale de Grand Ouest de Nantes. Une conseillère me répond et je lui pose des questions. Pourquoi mes factures sont rendues à des prix aussi exorbitants? Évidemment, je n'avais pas de réponse en face, que c'était normal et puis voilà, voilà. Et j'ai fini par lui demander à cette dame de m'envoyer des responsables de la caisse régionale de EDF, de la direction commerciale d'EDF, de m'envoyer des personnes pour venir m'expliquer chez moi, devant mon compteur, pourquoi j'ai des factures aussi exorbitantes. Évidemment, je n'avais pas de réponse. Il s'en est suivi que moi, j'ai adopté la fronde des factures. Donc, j'ai refusé de payer les factures. Évidemment, le harcèlement a commencé. Ça, je m'y attendais. Et donc, je vous parle de l'année 2023.
Évidemment, juillet 2023, les menaces arrivaient par mail ou par SMS par Enedis, puisque c'est Enedis qui est le distributeur pour EDF, comme j'avais un contrat EDF Pro. Qu'est-ce qui se passe? On est coupé là? Il est coupé, Claude? Oui, il y a un problème de son Vous côté. entendez Vous êtes toujours là? Ouais, je sais pas ce Vous qui. m'entendez? On Claude? t'entend, mais c'est tout. Mais ton On écran est tout t'entend, mais on ne noir. te voit plus. Ah ouais, parce que le courant a coupé, comme par hasard, justement. Ah là là, Bah, peut-être que c'est un gars de chez Enedis qui est arrivé à couper là. C'est pour ça. je sais pas. Donc, il faut que je m'occupe de lui. Mais j'ai mon collègue qui est là, il va remettre le compteur. Il va renclencher. Il a été coupé. Après, bien pas. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Dans la foulée. C'est rigolo, hein, Laurent? Ça m'arrive souvent et j'ai des coupures comme ça d'un coup, là. Je comprends pas. Mais je manque d'ampérage. Tu Remarque que tu peux rencontres? continuer à parler, même si on ne te voit pas. Ah, bah, C'est tu prends bien ton grave. téléphone. Ah, et je me sens 30 secondes, ok? Je vais remettre le courant. D'accord, on t'attend. Eh bien, ça promet d'être mouvementé. Bon, je vois qu'il avait mis son t-shirt Verte France. J'ai oublié de le mettre, moi. J'ai pas pensé du tout. Mais je ne l'ai pas encore, c'est vrai. Ah, Verte France, ils ont tout compris, hein. Il faut quitter l'Union européenne si on veut sortir de ce marché européen de l'électricité. Eh bien voilà, la lumière est. La lumière fut. Excusez-moi, il est de leur tour. Ça met de l'ambiance. C'est ça quand Content de te revoir. Oui, oui, ça met de l'ambiance. ça fait ça. Il n'y a plus rien. Donc, j'en étais où? Je ne sais plus. Tu J'en nous étais parles. pour, oui, mes démarches que j'avais fait par téléphone au mois de mai. Alors attendez. J'ai fait une pause. J'ai fait une pause technique pour voir si tout fonctionnait bien. Je vous dis juste quand on reprend. Là, j'en ai pour moins d'une minute. Enfin, vous Eh pouvez ben, continuer à parler, mais pour l'instant, à l'instant T, j'enregistre pas. j'ai compris. Tu nous fais signe quand tu recommences. Ouais, bien sûr. Oui. Pose ton crayon, Claude. Comment? Pose ton crayon, Claude. Mon crayon? Oui. C'est mon bol aussi? Non, mais ton crayon, tu le vires. C'est vos ordres. Non, c'est celle-là. D'ailleurs, on voit les galettes Saint-Michel. On voit Ah, le département qui est mis à l'honneur là. ah oui, les galettes Saint-Michel, c'est les seuls biscuits que je mange, moi. Ah ouais. Et encore, c'est marqué sur la boîte Loire inférieure. Et oui, 100% français. Exact, pourvu que ça dure. Et la Loire-Atlantique n'est pas la Bretagne, il faut bien le rappeler. Les Côtes d'Armor ne sont que la moitié de la Loire-Atlantique, hein, 44 divisé par 2. Donc tu n'es qu'une demi-portion de breton, toi. Ah, t'es dur, là. Il faut. Il ne loupe pas, lui. Il Et est 63, ça fait combien? Je ne sais plus compter. Ça fait 2 fois et demi, non? Ok, vous pouvez reprendre. C'est bon, Claude? Vous pouvez y aller. Claude, tu peux reprendre. Mais il est figé maintenant. Là, il est figé, ouais, comme si. Ça y est, Vas-y. ça part. J'avais plus rien. Ça C'est y est, OK. tu peux reprendre. Ouais, tu peux y aller, Claude, vas-y. Si tu n'as pas perdu le fil. Ouais, donc j'en étais donc à mes démarches d'avoir uniquement téléphoné à EDF et choisi de faire la fronde des factures. Évidemment, on s'en est suivi rapidement de harcèlement par email, de rupture de fourniture d'électricité. Ce qu'ils ont essayé de faire par Enedis en juillet 2023, le 21 ou le 22, si mes souvenirs sont bons. Donc, ils sont arrivés chez moi. Ils m'avaient quand même averti quelques jours avant par SMS, me stipulant que ma présence pour venir couper le courant chez moi n'était pas indispensable, évidemment. Et ce matin-là, quand ils sont arrivés, ben, par chance, j'étais là. Donc, je les ai reçus, pas méchamment, mais j'ai juste fait la sommation qu'ils pouvaient couper le courant s'ils voulaient. D'ailleurs, ils étaient à 2 véhicules, dont une nacelle d'un sous-traitant, qui n'était pas Enedis, et un agent Enedis.
Et donc, je leur ai juste fait la sommation de qui pouvait couper le courant, mais que si moi je m'occupais d'eux, ça allait se passer différemment. Donc, ils sont partis bien gentiment, évidemment, malgré qu'il y en avait un qui était un peu virulent avec moi, qui a voulu me commander chez moi, concrètement. Il fallait payer mes factures et tout le tralala. Je leur ai expliqué que ici, je suis chez moi et c'est pas eux qui vont décider à ma place de ce que j'ai à faire chez moi, tout simplement. Après, j'ai eu des relances, j'ai eu des menaces. Bilan de l'affaire sur 2023, ils sont revenus en septembre 2023. Donc le même technicien avec une autre nacelle, mais Enedis, bleue. Et là, ça s'est fini par leur offrir un café sur la fin pour leur faire comprendre qu'ils étaient dans le déni, à mon avis, et leur expliquer qu'ils travaillaient pour une boîte qui volait et escroquait la population. J'aurais parlé comme ça. Et ils ont fini par abandonner, bien sûr. Donc, ils sont venus à 2 reprises pour me couper le courant. S'en est suivi que moi, sur l'année 2023, j'ai quand même acquitté une partie des factures qui, pour moi, correspondaient au montant à peu près annuel que je payais sur l'exploitation de l'entreprise agricole, sur mon atelier, ce qui est à dire 2500 €. Parce que c'est qu'un atelier de 600 mètres carrés, et puis je n'ai pas d'autres installations électriques que ça, à part des néons, et puis des postes à souder, une meuleuse, et puis des meuleuses, et puis un karcher. Donc, j'estimais que j'étais tout à fait honnête vis-à-vis d'eux par rapport à ce que je payais par le passé. Et s'en est suivi donc une 3e visite au mois de mars, au mois de mars 2024, le 20 mars exactement, jour du printemps, où ils sont venus 2 agents Enedis et 2 gendarmes. Donc là, ça a été un peu plus... là, j'ai pas pris de gants. J'ai pris ma chargeuse, mais comme j'avais fait les autres fois, j'ai pris ma chargeuse, une fois le tracteur, devant les véhicules. Et puis, j'aurais bien fait comprendre que de toute façon, s'ils coupaient le courant, évidemment, les véhicules finissaient en boîte de conserve sur la départementale à 200 mètres de chez moi. Donc, ils sont aussi repartis sans aucun résultat positif pour eux. Et depuis, je ne suis plus client effectif de EDF Enedis m'a envoyé un SMS le 27 septembre pour me stipulant que mon contrat de fourniture d'électricité sur le coffre PDL, je ne sais plus quel numéro, avait été résilié avec succès. Il n'empêche que je continue à recevoir toujours les relances, évidemment. Et qu'entre les temps, en mai 2024, j'avais envoyé deux courriers recommandés via la Condition rurale qui m'avait soutenu et qui me soutient encore sur ce truc-là, sur cette affaire-là, envoyé donc à la direction régionale commerciale de EDF d'organiser une rencontre chez moi avec des responsables commerciaux, ce qu'ils ont refusé au mois de juin 2024 par un conseiller en réclamation. Apparemment, c'était une nouvelle profession chez eux, parce qu'apparemment, de ce que m'a dit le monsieur, ils ont beaucoup de réclamations depuis déjà quelques temps, et me disant qu'il faut payer les factures et qu'il n'était pas possible d'avoir une personne qui pouvait se déplacer de chez EDF pour venir m'expliquer chez moi. Et même voir si mon compteur serait pas défectueux au niveau du comptage des kilowattheures. Donc, on a suivi aussi un courrier recommandé au mois de mai à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire à l'environnement, il me semble, à l'époque. Et depuis, aucune réponse non plus. Donc, maintenant, à ce jour, ils me réclamaient sur l'année 2023 11 800 € précisément. Et à ce jour, je leur dois encore 15 800 € jusqu'à septembre, puisque maintenant, je ne suis plus client chez eux. Et comme vous le constatez, j'appuie sur le bouton, j'ai toujours la lumière, évidemment. Donc moi, mon refus, ça a été de payer des augmentations de plus de 300 à 350% sur des montants de factures normaux qui étaient il y a 4-5 ans. Voilà. Donc EDF m'a même envoyé, enfin c'est Enedis qui continue encore à m'envoyer bien sûr des menaces et des relevés de compte. M'ont envoyé aussi une entreprise mandatée pour poser les Linky, une fois de plus, donc en début septembre,
pour me forcer à installer Linky. Cette boîte s'appelle Link Elec Service dans le département 49. Et donc, cette entreprise-là, c'est une dame qui m'a appelé, me stipulant que je devais faire installer le Linky chez moi. Je lui ai répondu, vous n'avez pas le droit. Elle me répond qu'effectivement, ils ont le droit, donc sans mon consentement. Donc, que j'ai refusé, bien sûr, évidemment. J'ai fini par lui dire, parce que la colère a monté ce jour-là, j'ai fini par dire à cette dame qu'elle vienne l'amener, son compteur, et puis on verra dans quel état il va finir. Évidemment, elle n'est pas venue. Et puis, elle a fini par me raccrocher au nez, tout simplement. Donc, Enedis s'était même rendue à m'envoyer, encore une fois de plus, entre les temps, une entreprise pour mandater, enfin, prestataire de Enedis, pour me forcer à poser de Linky chez moi. Et cette dame-là, justement, avant de me raccrocher au nez, m'avait juste stipulé qu'auparavant, mes factures étaient impactées tous les 2 mois, et que désormais, mes factures seraient impactées mensuellement. Voilà. Donc, c'est là que je me suis mis un petit peu en colère quand même. Bilan de l'affaire, je suis toujours sous les menaces d'EDF. J'ai encore reçu récemment un autre recommandé me stipulant que, avec mon relevé de compte, me stipulant que la fourniture d'électricité était enclenchée pour rupture de fourniture d'électricité. Voilà. Donc moi, je refuse, tout simplement. Donc je fais la prendre, les gens me soutiennent autour, et depuis, donc j'ai mon compteur, qui est toujours l'ancien compteur à plateau, je l'ai barricadé avec des big balers de foin, et mis du matériel auprès de mon bâtiment pour empêcher l'accès à Enedis ou EDF d'accéder à leur structure sur mon bâtiment, puisque mon compteur est sur mon terrain privé à 7-8 mètres de la route communale. Et moi, je trouve que c'est une abomination comment dire, de harceler les gens comme ça, alors qu'ils savent pertinemment que leurs factures sont abominables, quoi. Bien sûr. Surtout, quand je vois, c'est la chronologie des factures sur une année. Par moment, je vais avoir une facture à 40 et quelques euros, et puis celle d'après qui arrive, elle arrive à 3 000 euros, quoi. Elle est totalement... Il n'y a pas de logique, en fin de compte. Donc, je me demande s'ils savent vraiment ce qu'ils facturent. Savent-ils? Voilà. Donc, c'est insupportable. Oui, Et pour c'est l'instant, sûr. donc, c'est 15 800 euros qu'il faut que je leur donne et que je leur donnerai jamais, quoi qu'il arrive. C'est sûr que ce que tu racontes, c'est complètement irrationnel, c'est complètement injuste. De toute façon, ils n'ont pas le droit de t'obliger à prendre le Linky. Et bon, voilà quoi. En fait, le droit est de ton côté. Le problème, c'est que évidemment, après, on se retrouve tout seul. Et donc, c'est important que tu sois entouré, qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent t'assister, qui puissent, voilà, être avec toi le cas échéant, quoi. Bon, C'est ben bien voilà. dommage. Ça nous donne une petite idée, ça nous donne une petite idée des drames, parce que là, vous avez bon, entendu le drame de Claude, mais des drames comme ça, il y en a des centaines, des milliers Des chez les milliers. paysans français. Et en fait, c'est une des composantes quoi, de leur détresse, de la baisse de leurs revenus et du fait qu'ils se retrouvent souvent au bord de la faillite, quoi, hein. Donc, c'est pour ça que c'est important que nous sachions tous cela. Ce Et je marché voulais européen de l'électricité, en fait, il n'y a pas d'autre solution pour y échapper que Ouais. de sortir de l'Union européenne, quoi. Là, je crois que c'est vraiment... Ce que je voulais surtout ajouter, c'est que c'est le refus de leur part de communiquer et d'essayer de trouver une solution, quoi. Oui, À part juste me dire, on peut vous faire un étalement, mais un étalement, quoi. oui, mais Alors que justement, c'est là qu'on voit... ils savent très bien qu'en agriculture, nous sommes rendus dans des situations économiques qui sont catastrophiques. Ils le savent pertinemment, ils ne peuvent pas le nier. Mais ça, c'est pas leur problème. Eux, ils ont hâte de ramasser du pognon. C'est tout. Voilà, C'est c'est pour ça. ça pour vous dire. Ils étaient en fin septembre, j'ai même reçu l'appel d'un commandant de gendarmerie de Châteaubriand, donc à la sous-préfecture du département, me proposant de la part de EDF un rendez-vous dans un endroit neutre pour négocier
négocier les factures. Voilà, Et depuis, négocier et puis discuter de mon dossier, mais EDF proposait, via la gendarmerie, de venir dans un endroit neutre, en réunion, pour négocier au niveau de mon dossier. Voilà. et depuis, toujours rien. Mais pas chez Et moi. Ça fait un mois, ça va faire un mois et demi maintenant, oui, largement. J'ai d'abord répondu à ce gendarme commandant de passer chez moi. Et déjà, parce qu'il a reconnu il avait reçu ordre du sous-préfet de me contacter. C'est resté très content avec lui. Marie, j'ai quand même expliqué tout ce que je ressentais au niveau du pays, au niveau agricole. J'essayais de lui faire, enfin, de lui communiquer tout le désarroi qu'on voit dans nos campagnes depuis tant d'années. Et puis la disparition de l'agriculture familiale et de polyculture élevage qui est en train de disparaître au profit de l'agro-industrie. Et bon, ça, je pense, il écoute. Après, il ne donne pas son avis, évidemment. Mais je lui ai quand même proposé de venir me rencontrer, parce qu'il est pas très loin, 40 kilomètres. Et puis, puisqu'il me fait la demande d'organiser un rendez-vous, bah, j'ai d'abord, vous passez me voir, vous constatez dans quel contexte je me trouve et quel appareil électrique j'utilise sur mon entreprise pour qu'ils puissent se rendre compte que j'ai quand même pas des appareils électriques qui vont consommer 15 000 euros d'électricité par an. sûr, Donc, bien sûr. et depuis, donc maintenant, depuis, ben, j'attends. J'attends soit sa visite ou un contact téléphonique pour me dire je passe vous voir et après on organise un rendez-vous. Je ne suis pas contre le dialogue, au contraire. Mais d'abord, qu'ils viennent me voir et on organise un rendez-vous. Tout simplement. Ce problème du prix donc, qui se répercute sur les factures, ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas arrivés au bout de nos peines parce qu'il y a un deuxième volet dans cette histoire-là. C'est qu'en fait, l'énergie nucléaire, elle n'a pas été classée comme énergie verte. Elle n'a pas été classée comme énergie verte malgré qu'elle n'émette pas de CO2, ce qui est pourtant le critère absolu là, pour tous ces écologistes et pour tous ces mondialistes qui veulent absolument nous faire réduire le CO2 et qui vont Erreur. jusqu'à vouloir masquer les vaches. Donc, comme il faut savoir que si elle n'a pas été classée comme énergie verte malgré une évidence physique, c'est grâce à l'intervention active de Madame Voynet, Madame Dominique Voynet, qui était alors ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, et qui a eu le toupet de se vanter en 2000 d'avoir sabordé l'énergie nucléaire française. Vous avez bien entendu, saborder l'énergie nucléaire française. Hein. Une catastrophe. Ça donne une petite idée. Donc, non seulement cette énergie n'a pas été classée comme énergie verte, mais en plus, elle n'a pas non plus été classée comme énergie renouvelable. Alors, il faut savoir que ça, c'est grâce aux bons offices de M. Jospin. Lionel Jospin, qui était alors chef du gouvernement, et qui a mis fin au programme de recherche Super Phénix, vous savez, ce programme qui créait, qui était lancé depuis les années 70, et c'était des recherches qui avaient été menées avec beaucoup de succès d'ailleurs par nos ingénieurs, nos chercheurs et tout ça, et ils voulaient mettre au point un réacteur surgénérateur à neutrons rapides. Hein, ce qu'on appelle le RNR. Et le programme était pratiquement arrivé au bout, c'est-à-dire qu'on aurait pu enfin profiter de cette nouveauté quand M. Lionel Jospin a décidé en 1997 d'y mettre fin. Or, ce programme-là permettait disons qu'il ouvrait la voie à une possibilité d'utiliser les déchets nucléaires pour les recycler dans la production, et donc en quelque sorte ça faisait une production une production circulaire, quoi. Voilà. Et donc le problème de l'approvisionnement en uranium était pas résolu à 100%, mais en grande partie en tout cas. Et donc, on avait là, c'est pour ça qu'on l'appelait Super Phénix. Vous savez, le phénix, c'est l'animal mythique là qui renaît de ses cendres. Eh bien,
Donc, le projet Superphénix a été abandonné. A été abandonné par M. Jospin parce qu'il voulait faire cette concession-là, toujours à nos chers verdâtres, pour avoir leur alliance, pour former une alliance de gouvernement. Vous voyez un petit peu à quoi on a sacrifié pour en arriver là. Et donc, le résultat, c'est que l'énergie nucléaire n'est ni verte ni renouvelable. Et donc, eh bien, EDF, en vertu de cela, se voit obligée, contrainte par l'Union européenne en vertu du marché européen de l'électricité, de consacrer d'ici à 2030 une part considérable, c'est-à-dire 42% de sa production, de son parc énergétique, aux énergies renouvelables de substitution, c'est-à-dire en fait l'éolien et les centrales électriques à énergie solaire, autrement dit le photovoltaïque. Du coup, des dizaines d'entreprises fleurissent dans ce secteur et font leur chou gras sur l'affaiblissement de la filière nucléaire. Dans notre région, là, dans le Lot, on voit l'Écosse du Quercy, le magnifique parc régional d'Écosse du Quercy, et qui est menacé d'être entièrement recouvert ou presque par des immenses étendues de photovoltaïque. Ça commence par une superficie moyenne, et puis après, il y a des extensions de plus en plus tout le long de la ligne, tout le long de la ligne à haute tension de raccordement. Et puis voilà, et puis au final, il y en a partout, quoi. Voilà. Et la bataille du forêt. Et oui, bien sûr. Alors, oui, il est prévu d'abattre justement, tu as raison, 2000 arbres dans un premier temps pour mettre tout ça. Et alors, évidemment, on vous dit que les brebis pourront paître dessous, mais enfin, bon, on va voir ce qu'en pensent Luc et Laurent. Parce que un autre problème, c'est qu'on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Comme l'énergie électrique n'est pas stockable, EDF est obligé de baisser sa production d'énergie nucléaire pour introduire l'énergie des 1200 éoliennes qu'on a introduites dans le réseau. Et donc, le fait de devoir arrêter les réacteurs, les redémarrer, etc., eh bien, Monsieur Henri Proglio, qui est l'ex-PDG d'EDF, a témoigné qu'en fait, c'était un travail considérable qui coûte 28 milliards d'euros. Alors, additionné aux 22 milliards d'euros là, pour livrer l'énergie à ses concurrents à bas prix, donc 22 plus 28, ça nous fait au total 57 milliards d'euros de pertes sèches pour notre opérateur historique. Et il est bien évident que bon, cette perte sèche, ça se répercute sur les clients, vous vous en doutez. Voilà. Pour comble, EDF est obligé d'acheter le mégawattheure d'énergie éolienne parce qu'elle achète l'énergie à ces compagnies privées qui installent qui sont responsables du parc éolien. Donc, elle leur achète l'énergie à 91 euros. 91 euros, hein, comparé avec les 42 euros auxquels elle vend son électricité aux entreprises privées dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais elle ne peut même pas revendre cette énergie-là sur le marché parce que ce rôle de revente revient à l'État. Donc, tout est vraiment fait pour ruiner EDF. Et donc, il ne faut pas s'étonner après ça que EDF se retourne contre les clients. D'autant plus que, bon, on a dû mettre des cadres aussi qui se montrent inflexibles et qui sont dans cette ligne-là. Hein. Peut-être pas tous, mais une partie. Et alors, le pire, parce que tout ça, ça ne suffisait pas, c'est que chaque année que ce quota de 42% d'énergie renouvelable qui doit être versé dans l'énergie totale n'est pas atteint, eh bien, la France est sanctionnée. Elle est sanctionnée sous forme d'amende. Par exemple, en 2023, la France s'est vue infliger une amende de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros pour ne pas avoir respecté ce quota
qui devait être, je crois, de 23% à l'époque, hein, puisque 42% c'est pour 2030, et qui n'était arrivé qu'à 19%. Donc, vous voyez, ces amendes, c'est pareil, on ne nous en parle jamais dans les médias, mais n'empêche qu'il faut quand même les payer et le contribuable est là pour payer. C'est ça, il n'avait pas atteint les 19% de son parc énergétique en énergie renouvelable au lieu des 23 exigés par l'Union européenne. En conclusion, on peut dire que les revenus d'EDF sont plombés par ce marché européen de l'électricité. Et comme elle a tout de même des frais fixes pour l'entretien de ses centrales, de son parc nucléaire, eh bien, elle est obligée de répercuter ses surcoûts sur les clients. Voilà. Alors, non seulement cette situation, et bien évidemment, génère ce qu'on vient de voir avec Claude, des surfacturations incroyables, mais en plus, tous ces parcs d'éoliens qui sont installés, ces parcs photovoltaïques, ont un autre inconvénient, c'est celui des ondes électromagnétiques que cela génère tout autour. Et puis, ça s'accompagne aussi de transformateurs géants. Enfin, voilà. Et tout ça, ça a un impact. Et c'est pour ça que j'ai invité deux éleveurs pour en parler aujourd'hui. Ça a un impact sur les troupeaux. Parce que malheureusement, ces éoliennes sont toujours implantées à proximité des élevages, des installations d'élevage. Et du coup, les troupeaux connaissent des effets secondaires dont vous allez m'en parler. Je vais demander à Luc d'abord de nous parler de son cas personnel et ce qu'il a constaté. Alors, je vais te demander de te présenter d'abord et de nous dire que tu n'as pas de conflit d'intérêt ou que tu en as Oui, peut-être. bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation et l'interview. Non, j'ai pas de conflit d'intérêt. Moi, je m'appelle Luc Offray. Je suis agriculteur dans les Côtes d'Armor, sur une petite commune. Depuis le 22 octobre, il y a un an, je n'ai plus d'animaux. Je faisais des taurillons, c'est-à-dire des taureaux de moins de 24 mois pour les engraisser et pour qu'ils partent à l'abattoir. Et je n'en ai plus depuis le 22 octobre, il y a un an, justement, parce que sinon, au mois de février, je serais ruiné. Et donc, j'ai préféré me séparer de toute la production après 12 ans d'élevage, parce que à proximité de mon exploitation, j'ai un poste source de 63 000 volts. Et ce poste source-là envoie des ondes électromagnétiques sur mon élevage comme plus de 30 000 exploitations en France à l'heure actuelle, certainement 40, 50 000 peut-être, et ça fait que d'augmenter avec le développement exponentiel des infrastructures de télécommunications et d'énergie, les éoliennes, les antennes relais, etc. Et donc, moi, j'ai préféré arrêter, comme je disais, parce que sinon, je serais ruiné à l'heure actuelle. Et je suis en procédure judiciaire depuis 6 ans contre Enedis. C'est un combat, c'est un gros combat, c'est lourd. Euh, Moi, en 12 ans d'installation, 13 ans d'installation, je ne me suis fait absolument pas de salaire. Je me suis fait 7-8 000 euros de salaire, mais pas par an, sur les 12-13 ans d'installation. Euh, je ne sais pas comment je fais pour tenir, et puis je ne suis pas le seul dans le cas là. C'est de la ténacité. Il faut bien qu'ils sachent que je ne me laisserai pas faire. J'irai jusqu'au bout de toute façon, parce que ce qu'ils essayent de faire, comme à chaque fois, c'est de pourrir la situation en faisant traîner les choses pour que les agriculteurs abandonnent leurs procédures et puis qu'ils abandonnent tout, quoi. Comme je disais, on est plus de 30 000 à être impactés, certainement 40 ou 50 000. Et dans les 3-4 ans à venir, vu comment ça se développe, on sera certainement plus de 150 000. Et n'importe comment, on est voué à la ruine. Alors au début, je sais comment c'est, on ne veut pas perdre son outil de production. Ce qu'on fait, on se bat, on fait venir des géobiologues dans un premier temps. Les géobiologues, malheureusement, alors ils trouvent ce qu'il se passe dans quasiment à chaque fois, ils trouvent ce qui se passe, ils mettent des dispositifs. Ça coûte cher, mais au final, les dispositifs qui sont mis en place, eh ben, ils se, ils s'imprègnent de mauvaise énergie et puis en 3-4 jours, les installations mises en place ne marchent plus, malheureusement, sauf dans de très rares cas. Je dirais que sur 100%, je dirais que il n'y a même pas 5% des cas où les dispositifs qu'ils mettent en place, ils marchent. De toute façon,
au fur et à mesure de l'augmentation de la puissance des infrastructures ou de l'augmentation du passage de la G4 à la G5, tous ces dispositifs-là se gorgent d'énergie négative et ne marchent plus au bout d'un moment. Donc, à part d'avoir vraiment un coup de chance et puis que ça marche tout le temps, donc tant mieux pour eux. Mais il faut savoir que comment on essaye de se battre, de se battre, de se battre, mais petit à petit, de toute façon, il n'y a pas de production de viande, il n'y a pas de production de lait, il n'y a pas de production d'œufs, il n'y a pas de production de lait. Ça fait que de baisser parce que les, au fur et à mesure, comme je disais, la puissance augmente et les consommations d'eau des animaux ne n'est pas haute. Moi, je prends mon exemple. Normalement, mes bêtes, par rapport à ce que je leur donnais, elles auraient dû boire par jour quotidiennement 50-60 litres à peu près. Elles n'en buvaient que 20-25 litres. Alors, ce qui fait que au lieu de faire des résultats techniques, des prises de poids journalières de 2 kilos, voire plus de 2 kilos, elles n'en prenaient dans le pire des cas que 400 grammes. Donc, arrivé à un moment, en dessous de 20-25 litres de consommation d'eau sur une certaine période, les animaux commencent à mourir. Et j'en ai eu un petit peu, mais pas encore énormément. C'est tout le temps de trop, mais j'en ai eu un petit peu, mais pas énormément. Et il y en a d'autres, ils ont perdu leur totalité de leur troupeau. Je pense à Stéphane Lebéchec, à Frédéric Salgue. Laurent vous en parlera tout à l'heure. Didier Euh, Potiron. et Didier Potiron, enfin, il y en a plein, on est énormément. Puis le problème qu'il y a, c'est que les agriculteurs, le monde agricole est taiseux et ne parlent pas de leurs problèmes parce qu'ils ont honte. Ils ont honte, ils ont peur que les voisins disent que c'est eux qui sont responsables de ce qui leur arrive, alors que c'est faux, ça vient de l'extérieur. C'est les antennes relais, les lignes électriques, etc. C'est une catastrophe. Euh, Moi, je sais pas ce qui va se passer dans les mois qui viennent. J'ose espérer que le scandale va exploser parce que non seulement il y a les agriculteurs, mais en plus de ça, il y a les particuliers, il y a des clusters de cancer pédiatrique partout en France. Il y a des malformations pédiatriques partout en France à cause de ça. Tout est caché. Il y a un exemple, c'est Hassan Pazan. Alors, en 2015, il y a eu un rapport de l'ANSES qui disait oui, il y a un lien de causalité entre le cluster de cancer pédiatrique à Sainte-Pazanne et le parc éolien voisin. En 2020 ou 2021, nouveau rapport de l'ANSES sous la pression d'Enedis et de l'État. Ce rapport-là disait non, il n'y a aucun lien de causalité. Mais c'est absolument faux parce que dans le Haut-Forez, à 2200 mètres d'altitude, il y a un poste source Enedis comme j'ai à côté de chez moi. Il y a un cluster de cancer pédiatrique aussi. Et sur 2000-2200 mètres d'altitude, de dénivelé, il n'y a aucun produit de traitement, c'est que du pâturage. Donc, à Sainte-Pazanne, ils ont essayé de faire croire, ou ils sont encore en train de faire croire que c'est dû aux produits de traitement, mais c'est absolument faux. Quand on voit ce qui se passe dans le Haut-Forez, mais il n'y a pas que dans le Haut-Forez, il y a en Eure-et-Loir, à Marseille, à Lyon, enfin, partout en France, c'est une catastrophe, mais c'est bien caché par nos gouvernants et nos élus, la FNSEA y compris avec les chambres d'agriculture. La FNSEA, c'est absolument le problème. J'en ai contacté plusieurs. À chaque fois, c'est oui, 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 oui. Comme qui s'appelle Rousseau, le cher président de la FNSEA qu'on a rencontré à Rennes à 5-6 agriculteurs. Je l'ai filmé. Alors, j'ai filmé toute la discussion. On lui a reparlé, parce qu'un an avant, au Space Arène aussi, on en avait déjà parlé. Euh, on en reparle là, il parle tout doucement et tout bas pour que ça s'entende le moins possible ce qu'il dit. Alors, plutôt que de prendre ses responsabilités, ben, il les fuit totalement parce qu'il dit comme ça, quand il y aura le nouveau ministre de l'Agriculture, il faudra lui en parler. Ouais, mais sauf que l'ancien ministre de l'Agriculture, on l'a rencontré deux fois, c'était au Space Arène aussi il y a un an et demi, et au sommet de l'élevage à Courmont il y a un an et demi aussi. Et des tables rondes à quatre agriculteurs, il y avait Laurent qui était là, à quatre agriculteurs pendant 10 minutes, 20 minutes.
même chose, même résultat, on va s'occuper de vous. Et on attend toujours, à part un failli questionnaire qu'il y a eu, qui a été totalement pipé par les chambres d'agriculture, encore eux, qui sont dirigés par la FNSEA. Il faut bien mettre l'accent et le point sur les i, c'est la FNSEA qui est responsable en grosse majorité de ce qui se passe. Parce que ce problème-là, c'est un scandale sanitaire majeur euh, qui est mis tout en bas de la pile. Alors, comme Claude tout à l'heure, il y a ce problème-là, il y en a plein d'autres. Mais ça va être, je ne sais pas, je vais dire une connerie, mais sur l'ensemble de la France, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup trop, mais ça va être 5000 agriculteurs qui vont être dans le même cas. Il va y avoir d'autres problèmes économiques pour ceci ou pour cela, bah, ils vont être 1000, 2000, 3000. Ça va être un ensemble de cas. Mais sauf que là, c'est le plus gros dossier qu'il y a, mais ça Mm. rapporte tellement de milliards, faut surtout pas Et que ça oui, se sache parce que sinon, oui. ils, ils vont être ruinés si on veut. Mais il va falloir que ça se sache. C'est pire que le sang contaminé, pire que l'amiante, pire que tout. C'est un dossier qui est énorme, énorme, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs. Moi, avec toutes les vidéos que Luc, je fais excuse-moi, sur les réseaux excuse, sociaux, oui, excuse-moi, Luc, je vais être obligée de te couper parce que on a déjà dépassé plus d'une heure et j'ai d'accord, d'autres questions encore à vous poser. ah, d'accord, Et il faut que j'interroge aussi Laurent. Donc, je suis d'accord. désolée, je crois que tu as en gros dit l'essentiel, hein, Ouais, ouais. je crois. Hein, bon, Oui, voilà. oui, oui. Attendez, j'en profite Et pour faire une on a mini pu pause voir technique. on a pu voir l'ampleur du drame quand même, hein, et surtout, tu nous as expliqué que bon, il y avait en gros 30 000. Ce sont des projections, je crois que tu as faites à partir des formulaires qui ont été renvoyés par les paysans aux chambres de commerce, mais tous les paysans ne l'ont pas eu. Ce n'est qu'un petit échantillon de paysans qui l'ont eu. Et du coup, en faisant des projections, tu as calculé qu'en gros, ça ferait 30 000 euh, paysans qui seraient Ouais. impactés d'ici très peu de temps. Donc, c'est vraiment Enfin, un problème Ils, ils majeur. Il va sont, falloir arrêter, mais arrêter vraiment cette folie des éoliennes parce que ça a des conséquences, comme tu le dis, qui sont dramatiques sur la santé des animaux, mais également des humains, quoi, hein. Voilà. tout à fait. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Luc. Donc, je me tourne maintenant vers Laurent, qui a eu un problème à peu près similaire. Laurent, eh bien, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, ton histoire à toi? Je te demanderai d'être un petit peu plus bref, parce que après j'aurai encore à t'interroger sur d'autres conséquences. Je te Ben, remercie. Excuse-moi, hein, je vous limite le temps, hein. J'aurais aimé vous écouter pendant des heures et nos auditeurs très certainement aussi, mais malheureusement, nous sommes quand même pris par le temps. Voilà. Alors, on t'écoute. bonsoir, merci pour cette émission. Moi, je suis installé depuis 95. Bon, mon père, j'ai repris la suite de mes parents. On va dire en bref, mon père avait 120 000 litres de quota. Moi, je me suis installé en 2000 en GAEC avec ma mère parce que mon père avait pris la retraite. Donc, on a passé de 120 000 à 300 000 litres. Ça marchait comme sur des roulettes. Ma femme s'est installée en 2007. Donc, ma mère avait pris la retraite. Donc, on a eu 100 000, on a passé de 300, on a passé à 400 000 litres. Donc, on a rénové une ancienne grange à côté de chez mes parents pour être près d'exploitation. On a eu un parc éolien qui s'est monté à 949 mètres de notre exploitation. Donc, les travaux ont commencé en 2015. 2016, au mois de juin, ils sont mis à tourner. Là, on a eu des pertes, on a commencé à avoir des pertes d'animaux assez importantes. Donc, j'ai appelé le vétérinaire, on a fait des prises de sang, service vétérinaire total, donc ils n'ont rien trouvé. Donc, j'ai traité mon vétérinaire de bon à rien. J'ai changé de vétérinaire. Ils ont dit, bon, on a fait les prises de sang, elles sont peut-être mal faites, il faut recommencer. On a recommencé et ils n'ont encore rien trouvé. Donc, j'ai dit, vous êtes tous des bons à rien et il y a un gros problème. Donc, pas de problème sanitaire sur l'exploitation. Là, j'ai commencé à perdre. Donc, la première année, j'ai perdu 40 bêtes. Là, en 2016, 2017, j'en ai perdu 70. Le service vétérinaire, le DSV, ils n'ont jamais bougé le petit doigt parce qu'ils savaient d'où venait le problème.
il y a Sue Berger, une journaliste qui m'a interrogé sur ce problème. Et elle m'a dit, vous êtes en contrebas des éoliennes. Donc c'est vrai, je suis en contrebas, je suis en zone humide. Et ils ont dit toutes les exploitations qui sont en dessous les éoliennes sont impactées. Et là, j'ai fait des analyses plus approfondies avec laboratoire toxines. Donc là, on a trouvé des choses. Et aujourd'hui, aucun vétérinaire veut le prouver. Le laboratoire, il a voulu aller présenter ses résultats au Sénat. Il s'est fait fermer son laboratoire. Donc là, aujourd'hui, l'épreuve, plus rien. Donc, je suis allé voir le ministre de l'Agriculture avec Luc, tout, plusieurs fois à Rennes. Et on est retourné cette année Je suis retourné à Rennes. Donc, il avait une formation avec le GPSE. Donc moi, le GPSE est venu sur mon exploitation en 2000. Donc, il devait résoudre tous les problèmes, sauf ces décrevures, on va dire. Moi, quand ils ont fait le rapport sur les éoliennes, ils étaient dans Manche. Donc aujourd'hui, mon rapport est carrément nul parce que ils ont arrêté les éoliennes pendant une semaine tant qu'ils ont fait les expertises. Donc aujourd'hui, les éoliennes ne gênent pas parce qu'elles ne tournaient pas. Il faut savoir qu'une éolienne a 6 phases, donc du courant continu, du courant alternatif. Ce qui se passe sur l'exploitation, c'est que dès qu'il y a des maintenances sur les éoliennes, ils renvoient le jus au sol. Et là, c'est l'hécatombe. Donc là, c'est mortalité. Le pire que j'ai eu, c'est 9 le même jour. Et ça continue toujours. Donc moi, j'ai changé de métier, on va dire. J'ai repassé mon code, j'ai passé mon permis poids lourd et je roule un camion. Oui, Et au justement. 31 décembre, j'aurai plus de bêtes. Justement, c'est là-dessus que je voulais t'interroger, parce qu'évidemment, tout cela ben, qui mettent nos éleveurs à terre, qui déciment leurs troupeaux et qui font qu'ils se retrouvent ben, sans revenu ou avec un revenu marginal, eh bien, ça les oblige dans beaucoup de cas à se reconvertir dans d'autres métiers. Et c'est justement ce que veut l'Union européenne, puisque dans le PSN, le plan stratégique national PSN PAC, c'est-à-dire c'est la réplique de la PAC, hein, voilà, des textes de la PAC, eh bien, il est prévu que nos agriculteurs qui n'arriveraient pas à suivre le mouvement devraient se reconvertir. Voilà. Et alors, évidemment, il précise même dans quel domaine, c'est ce dont on se doutait, hein, dans le tourisme, voilà, hein, il faut que la France devienne un pays à tourisme. Euh, donc, on dit le tourisme vert, c'est très bien, c'est joli. Oui, bien sûr, c'est vrai, ça peut fournir un complément de revenus, d'avoir un gîte rural. Ici, on en voit beaucoup dans notre département. Vers l'élevage équin non agricole, c'est-à-dire bon, les chevaux non agricoles, encore une fois, on retombe sur le tourisme. Vers la pisciculture et l'aquaculture. Donc, tout ça, c'est prévu, hein. C'est prévu de mettre à l'écart nos agriculteurs, de les empêcher de pratiquer leur métier, de les empêcher de... Voilà, et c'est pour ça que je voulais justement ton témoignage, parce que toi, tu fais partie de ces agriculteurs qui ont été obligés de se reconvertir, et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment tu as fait et comment ça s'est passé pour toi. Ben, ça a été très dur. Ça a été très dur parce que bon, j'avais des factures à payer. Donc Et moi, je suis ruiné excuse, entre guillemets. Je suis oui, ruiné. excuse. Ma ferme est invendable. Moi, j'ai mis Alors ma ferme justement, en attends, vente. je te coupe, Laurent, excuse-moi. Peux-tu nous expliquer justement comment tu as été obligé de te reconvertir et on parlera après de l'autre problème. Et ben, vu que j'avais plus de revenus, je voulais un travail extérieur, mais pas fermé. On va dire, je voulais pas rentrer dans une usine. J'aimais pas du tout conduire, mais pas du tout, ouais. Quand je partais en vacances ou très peu, ou quand j'allais à Clermont, c'était ma femme qui conduisait. Et après, je suis allé voir Stéphane Levêchec, je suis allé voir d'autres exploitations qui avaient le même problème parce que j'ai dit, c'est peut-être moi que je suis un mauvais éleveur ou. Donc, je suis allé voir d'autres. Donc, tout le monde m'a dit, il ne faut pas aller voir les autres parce que ça va te mettre le cafard.
J'ai dit, faut voir ce qui se passe chez les autres, voir si c'est pareil que chez moi, si on a les mêmes problèmes. Et de là, j'ai dit, tant pis, je vais prendre la route. J'ai dit, je vais repasser mon code. Et j'ai dit, je conduis un camion. Donc, je travaille, on va dire, 2 semaines du matin et 2 semaines du soir. Et ça te Euh, pose des problèmes parce que tu as quand même encore des vaches et donc quand tu travailles du matin, donc, moi, j'avais un gros problème de sommeil, on va dire. Moi, depuis que j'ai les éoliennes, je dors 2, 3 heures par nuit. J'arrive à tenir 48 heures sans dormir. Donc, moi, j'ai un grillage anti-ondes sous mon lit, parce que sinon, je ne dors pas. Et depuis quelques temps, j'ai des cartes Métratron, parce que moi, je suis hypersensible au courant magnétique. Et même en roulant, je peux vous dire qu'à 2 kilomètres, il y a une antenne relais. Je suis hypersensible. Je trouve tout. J'ai pas besoin de baguette ni rien, je trouve tout, oui, tout, c'est tout. terrible. C'est terrible, oui, oui, oui. Ben Donc, oui, les cartes Métatron, bon, je les avais, on va dire, c'est efficace. Donc, on a voulu mettre des cartes sur les vaches et ça marche pas. oui, Pour le moment, on n'a ex- pas de résultat. oui, Moi, sur moi, j'arrive. Excuse-moi, Laurent, on ne va pas rentrer dans les solutions parce que je Oui, crois qu'on y est jusqu'à demain. Mais bon, effectivement, bon, tu es un cas parmi beaucoup de ces paysans qui sont obligés d'avoir une seconde activité à côté de la leur, ou parfois même carrément de se reconvertir à 100%. Donc, ça montre à quel point c'est terrible parce que bon, on était quand même un grand pays agricole, on avait plein d'exploitations, on arrivait à nourrir toute la population en France et maintenant on se retrouve avec des agriculteurs, certains qui se suicident, d'autres qui sont obligés de changer de métier, d'autres qui sont en déprime, d'autres... Voilà, tu es vraiment... bon, vous êtes tous les trois un exemple de tout cela, mais il nous faut encore envisager une des conséquences ultimes de tout cela. Parce que chaque fois qu'il y a un agriculteur comme ça qui est ruiné, se pose le problème ensuite, est-ce qu'il va pouvoir garder sa ferme? Est-ce qu'il va pouvoir garder ses terres? Et ça, c'est dramatique parce que les terres, il les tient de ses parents, parfois de ses grands-parents, et sont dans la famille depuis des générations. Et puis, bon, c'est important quand même pour la France que nous gardions nos terres. Or, justement, ce que vous m'expliquiez, autant l'un que l'autre, Luc et toi, c'est que le fait d'être à proximité des éoliennes, les terres se dévalorisent et donc, même quand vous cherchez au moins à vendre votre exploitation, ce qui est déjà un véritable drame pour un paysan, eh bien, vous vous rendez compte que ces terres sont dévalorisées. Ce qui se passe, c'est que on essaie de pousser nos agriculteurs à vendre leurs terres. Euh, je reviendrai vers toi, Luc, tout à l'heure, mais j'aimerais que Claude nous explique ce qu'il a appris par rapport à la SAFER sur ce problème des terres. Normalement, la SAFER, elle est là quand même. C'est un organisme qui a été créé pour contrôler que l'usage des terres reste toujours à usage agricole, quoi, hein, ça ne soit pas. Voilà. Et donc, tu m'avais dit, il y a un service qui a été créé à la SAFER pour désendetter les paysans. Ouais, donc j'ai le cas pour un ancien client qui est sur une commune voisine, qui est en difficulté financière, donc en redressement judiciaire depuis juillet 2020, je crois, ou 2021, de 3 ans maintenant, je crois. Et donc, pour s'en sortir, la SAFER lui a proposé de vendre une partie de ses terres, une quarantaine d'hectares à peu près, une exploitation qu'il avait rachetée pour son fils, enfin oui, pour révoluer un peu. Et il y a une quinzaine d'années, 17 ans, donc il finissait l'emprunt sur ces terres-là, sur ce foncier-là. Et donc, la SAFER lui a proposé un service qui est mis en place à la SAFER pour faire la transaction avec des investisseurs qui ne sont pas agriculteurs. Et donc, il revend ses terres à ses investisseurs via la SAFER et ensuite les reloue pour une durée presque indéterminée, quoi, tu comprends? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'agriculteur, il était propriétaire, il se retrouve fermier sur ses terres, il se retrouve locataire de ses Il a terres. déjà financé une fois 15-20 ans, qu'il a Voilà. pu payer. Et puis, pour boucher ses trous financiers de trésorerie,
pour Voilà, commencer son redressement judiciaire, est obligé de vendre ses terres via la SAFER à des financiers inconnus, puisqu'il ne les voilà, connaît même pas. voilà. Même pas qui C'est va bien, vendre ses terres. c'est bien ça le gros problème et c'est bien pour ça que je voulais qu'on ne se quitte pas sans avoir parlé de ce problème, parce Voilà. qu'en fait, il semblerait que dans certaines régions, notamment dans le Gâtinais, des fermes aient été vendues à la Chine. Et puis, on connaît tous l'exemple de l'Ukraine, hein, où les terres, les paysans ont été progressivement expropriés et finalement, les terres ont fini entre les mains de fonds de pension comme BlackRock. Hein, les meilleures terres d'Ukraine ont été vendues à BlackRock, qui possède aujourd'hui, je crois, entre 30 et 50% des meilleures terres ukrainiennes, là, le Tchernozem. Voilà. Donc en France, évidemment, c'est Je voulais dans juste tous les pays, je ajouter, crois que c'est le même processus. Marie, je voulais juste Oui, ajouter pour l'histoire du service de la SAFER, donc qui gère oui, les reventes de fonciers de agriculteurs qui sont en difficulté. J'avais juste dit à mon ancien client, ben, il m'avait parlé de cette histoire, mais j'ai dit, bah, à la rigueur, si tu vends, et ben, après, le financier peut te remettre les terres en système de location-vente, et au fur et à mesure qu'il rembourse, qu'il repaye son fermage, il récupère sa terre, quoi, tu comprends? oui, d'accord. Et Mais pour ça, il ça, faut qu'il dégage. Pour ça, et il faut ça, qu'il dégage. au niveau de la SAFER, pour lui, c'est impossible. Mais bien sûr, De parce toute que façon, il a vendu les terres, il ne pourra plus jamais les récupérer. Elles ne seront plus à lui. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait, c'est un système d'expropriation des terres, c'est-à-dire qu'un organisme qui est, Et de décapitalisation de ses capitaux. pardon. De décapitalisation de son exploitation. Oui, oui, mais bien entendu, bien entendu. Mais moi, oui, oui, bien sûr, mais moi, je voyais ça d'un point de vue des terres, hein, puisque bon, c'est quand même dramatique, quoi, parce que là, ce sont les premiers, je ne sais pas si c'est ça est généralisé ou si c'est quelques cas par-ci, par-là, mais quand même, en général, quand on commence comme ça se termine par une exploitation de plus en plus importante, une expropriation de plus en plus importante. Et bon, il ne faudrait pas que la France se retrouve comme l'Ukraine, un pays, une espèce de colonie qui n'a même plus de terre et qui doit travailler pour des grandes entreprises transnationales étrangères, quoi. Voilà. On Donc, peut appeler en ça le fait, hold-up sur le foncier agricole. voilà, c'est ça. Et quand les paysans veulent vendre leur terre, ils se rendent compte que leur terre est dévalorisée pour une raison X ou Y, et notamment par la proximité de ces éoliennes, de ces antennes 5G, etc. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas encore une autre arme contre nos agriculteurs que l'Union européenne est en train de déployer? Et je crois, tu me parlais, Luc, toi, justement, d'une évaluation, je crois, de la valeur de tes terres que tu avais fait faire et que, en fait, c'était même pas la moitié de la valeur qu'elles valent Ouais, réellement. C'est bien ça. Non, c'est pas Luc, Alors, ça m'énerve. C'est pas Luc? non, alors, c'était moi. non, Ah, non, c'était toi, c'est Laurent. Oui, Laurent. Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. C'est pour ça que Luc n'a pas compris ma question tout à oui. l'heure. Excuse-moi, hein, je me suis mélangé les pinceaux, là. Oui, Moi, j'ai mis, bon, quand j'ai eu mes problèmes, là, avant, j'ai voulu vendre ma ferme. Moi, j'ai deux maisons. J'ai deux maisons, j'ai 70 hectares autour des bâtiments. J'ai deux grosses stabulations, une qui a 70 vaches laitières, et j'ai un autre bâtiment qui fait 75 mètres de long par 30, et après j'ai un autre bâtiment où C'est je mets bien normal. 70 génisses. Et quand la SAFER est venue estimer tous les terrains et les bâtiments, moi je pensais 400 000 euros. J'ai dit, c'est donné 400 000 parce que ouais, ça valait au moins 900 000, 800 ou 1 million d'euros. Euh, ils m'ont proposé, ils m'ont proposé 160 000 euros. mhm. Ça Donc, vaut même pas le coup de les vendre, je ça. leur ai posé la question. Je dis pourquoi que vous mettez ce prix? Donc, ils disent déjà à cause des éoliennes. Donc, je dis, mais faut nous le marquer noir sur blanc que c'est à cause des éoliennes. Voilà. Et ils me disent, c'est invendable. Donc, vous parlez de la ruralité, du tourisme. Nous, tous ceux qui ont fait les gîtes, là, les gîtes de France, ils ont fait une lettre comme quoi que les gîtes approchent des éoliennes
ils trouvent moins de tourisme qui viennent dormir dans ces gîtes. Parce que quand vous avez des moulins à vent, moi je vais vous dire, je suis à 949 mètres de ma maison, elles sont 949 mètres de ma maison, les éoliennes. À 4 heures du matin, on part pour les mains assis sur le toilette, vous les entendez tourner. Ça fait un bruit. Oui, je me souviens, tu m'avais dit. Ouais. Un bruit, mais sourd. Donc là, nous, pour le moment, on en a 6. Et là, ils nous en rajoutent donc 15 qui seront plus près encore. La plus proche, ce sera à 648 mètres de ma maison. Moi, je vais être entouré. Hein. Mais c'est légal des distances comme ça? Oui, c'est légal. La distance la plus proche, c'est 500 mètres. Et encore, nous, donc les premières, c'est les 100 mètres. C'est les 100 mètres. Et les derniers, celles qui sont en train de poser, qui ont commencé les travaux, là, qui coûtent une blinde. Il faut savoir qu'une éolienne coûte 1 million d'euros. Donc là, il faut se dire que si elles sont sur du terrain privé, c'est le démantèlement, c'est à charge de l'agriculteur, du propriétaire. Et que là, il y en a qui n'ont pas compris. Comme je dis, ça paiera pas tout. Ils vont toucher ils touchent 1500 euros par an pendant 25 ans. Donc, ça fait 84 000 euros qu'ils vont toucher sur 25 ans, sachant qu'au bout de 25 ans, elle est morte. Faut la renouveler. Et pour démanteler une éolienne, il faut 400 000 euros. Donc, l'héritage, ça sera aux enfants, aux petits-enfants. C'est ça. C'est ça. Donc, oui, non, mais c'est sûr que là. C'est énorme. Mais aujourd'hui, comme moi, je demande juste qu'ils me remboursent mes emprunts, mes indemnités. Moi, je ne demande pas beaucoup, je demande 200 000 euros. Quand je vois que là, ils ont attaqué les travaux chez moi, ils roulent quand même entre 4 000 et 5 000 tonnes de pierre jour. Ça fait à peu près 50 jours qu'ils roulent ça. Sachant que la tonne départ de carrière coûte 13 euros. Donc, ça fait déjà 52 000 euros de pierre jour. Multiplié par 50 jours. Ils n'ont pas fini parce qu'ils n'ont même pas fait la moitié des chemins encore. Et bien, ça fait 270 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, oui, effectivement. Et pour détruire toutes les exploitations, aujourd'hui, mon exploitation, même les plus mordus qui cherchent du terrain, ils n'en veulent pas. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, l'histoire des éoliennes, des antennes relais, de tout ce bordel-là, c'est la même chose que le sang contaminé avec l'amiante. Dans 10 ans, ça va se savoir. Tout à fait. Et ça sera trop tard. Voilà, c'est pour ça que votre action à tous les deux, là, elle est vraiment très, très importante. Elle est capitale, quoi, hein, parce que c'est un scandale qu'il faut dénoncer et qui plus tôt on l'arrêtera et moins il y aura de dégâts. Et voilà. Faut savoir, aujourd'hui, moi je dis qu'il y a une exploitation sur 10 qui est impactée. Et dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est dans 5 ans. Il y aura 9 sur 10. Il n'y aura plus personne. L'agriculture française est finie. C'est fini. Eh bien, écoutez, bon, on ne termine pas sur une note très gaie, hein, tout ça, ce n'est pas pour désespérer. Je peux rajouter quelque chose? Oui, vas-y, Luc. C'est juste c'est pour nous, c'est pour nous aider dans ce combat. C'est pour tous les auditeurs et tous les agriculteurs qui vont nous entendre et qui se sentent impactés ou qui sont impactés. C'est pour faire que ce scandale explose le plus vite possible, parce qu'il ne va pas tarder à exploser. Il faut continuer de mettre la pression. Il y a des procès qui commencent à être gagnés. Il y en a 3 dernièrement, 2 qui ont été gagnés contre Enedis en 2 mois et 1 contre RTE. Et donc, moi, j'appelle tout le monde, tous ceux qui se sentent impactés, les particuliers et les agriculteurs, à faire des vidéos sur les réseaux. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage.
vous filmez un paysage et vous racontez votre histoire, mais faites des vidéos. C'est par la médiatisation et le juridique que ça va passer et que ce scandale va exploser. Et plus on va être nombreux à le faire, à mettre la pression, plus vite il va exploser. Donc, je vous invite tous à faire des vidéos sur ce sujet. Eh bien, merci Luc. Voilà un message d'espoir et je te remercie pour avoir lancé cet appel. Effectivement, on ne peut pas rester quand même sur une note de désespoir parce que bon, votre combat, vous, il mérite quand même d'être bon, d'apporter quelque chose et d'être couronné de succès. Et puis surtout, l'enjeu, il est capital, quoi. L'enjeu, c'est toute notre paysannerie qui risque de disparaître entre ce problème-là, ces implantations d'éoliennes qui se multiplient partout, et puis pour le photovoltaïque, je suppose que c'est à peine mieux. On n'a pas ici de témoignages, mais bon, je suppose que c'est à peu près du même genre. Et puis, bon, entre ça, le Mercosur, tout le reste, bon, voilà. Donc, ça c'est gravissime. Il faut vraiment absolument, absolument sauver notre paysannerie, hein, nos exploitations familiales, hein, puisque c'est ça qui est visé en premier lieu. Eh bien, bon, je rappellerai que le programme des Patriotes, il est quand même justement de mettre un point d'arrêt à tous ces programmes d'énergie dite renouvelable, là, d'arrêter les implantations d'éoliennes et puis chaque fois que cela est possible de les désinstaller, même si c'est un très, très gros travail, puisque le socle, ben, comme l'a dit notre ami Laurent, ben, c'est des tonnes et des tonnes de béton. Bon, mais enfin, impossible n'est pas français. Et puis, quand il y a un gouvernement patriote, eh bien, on fait tout ce qui est nécessaire parce qu'on a l'énergie, on veut défendre notre paysannerie. Et donc, voilà, donc mettre un coup d'arrêt pour toutes ces énergies prétendument renouvelables, relancer notre parc d'électricité nucléaire et puis surtout, eh bien, faire en sorte que tous nos paysans qui ont été ruinés par toutes ces horreurs, eh bien, soient indemnisés, qu'ils soient financés de manière à pouvoir faire redémarrer leur exploitation, pouvoir installer des jeunes aussi. Enfin, tout ça, c'est prévu dans le programme des Patriotes. Et bon, nous lançons ce soir un message d'espoir, mais surtout, il faut que l'information circule. Et bon, tous les auditeurs qui auront entendu cette émission auront compris à quel point c'est dramatique, puisque ça a des répercussions sur la vie déjà, hein. Voilà, c'est une chose est de le lire comme ça dans des articles, de l'entendre dire comment dire, mais une autre chose est de voir les gens quand ils le racontent, hein, c'est vraiment très, comment dire, bouleversant, hein. Donc, je crois que les gens, il faudra les Français, qu'ils se mobilisent pour essayer de faire connaître ces choses-là de manière à y mettre fin le plus rapidement possible. Et puis je crois aussi à faire savoir que les patriotes, nous sommes pour la sortie de l'Union européenne, puisque tous ces malheurs qui accablent nos paysans, en fait, ils nous viennent de l'Union européenne, comme nous l'avons démontré ce soir. Voilà. Hein, que ce soit ça ou que ce soit sur d'autres sujets, les traités de libre-échange, que ce soit bon, tout le reste, quoi, hein. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment tous les trois pour votre participation, hein, d'avoir été présents, d'avoir eu Oui, oui, Claude, tu demandes la parole, vas-y. Je voulais juste ajouter une petite chose suite à Luc qui incite les gens à faire des vidéos pour exposer leurs problèmes de nuisance vis-à-vis du renouvelable, éoliennes ou panneaux scolaires, enfin tout ce qu'on veut. Moi, vis-à-vis des factures EDF, Et je voudrais oui, bien faire que les gens comprennent aussi que il faut qu'ils se rebellent, qu'ils n'acceptent pas non plus de payer des surplus de factures d'énergie abominables comme ils le font, et se dire en même temps que quand on paye des surfacturations d'énergie électrique ou gaz, on contribue à favoriser les implantations d'éoliennes et de renouvelables tout à fait. qui font partie de l'escrologie du GIEC. Donc, quelque part, refuser de payer des surfacturations d'énergie, c'est refuser aussi la surimplantation de renouvelables qu'on nous impose.
Tu Tout à comprends? fait, parce que tout se tient, en fait, c'est un système, hein. C'est un système qui est bien calculé, voilà, qui est bien Tout ça, ficelé, on va c'est dire. un gros vase communicant, de l'un à l'autre, hein. Ils prennent l'argent d'un côté Tout pour à pour fait, la remettre dans les poches pour investir sur autre chose. tout à Et fait, c'est derrière, bien pour ça. évidemment, l'oligarchie ramasse le dividende. Voilà, c'est ça. Et c'est bien pour ça que je vous ai invités tous les trois, parce que votre témoignage se complète là, hein. Et en fait, votre témoignage à tous les trois, il nous amène à comprendre qu'en fait, tout ça, ça vient de l'Union européenne et que la seule solution pour sauver notre paysannerie, c'est de quitter cette Union européenne qui est complètement mortifère, quoi, en fait. Complètement. Voilà. Et puis même l'Union européenne a quand même déclaré qu'elle voulait détruire les troupeaux. Elle l'a dit carrément, hein. 2 tiers du troupeau bovin allaitant pour le lait c'était 35% et 30% pour la viande, je crois, ou l'inverse. Enfin, c'est des chiffres, c'est des pourcentages à peu près comme ça. Donc, ils l'ont eux-mêmes déclaré, quoi, hein. Ils ont commencé à le faire, hein, parce qu'en ce moment même où nous parlons, aux Pays-Bas, ils sont en train d'imposer l'abattage de 2 tiers du cheptel bovin, en ce moment même là. Et il y a des agriculteurs qui ne comprennent pas. Parce que, bon, on a eu, il y a quelque temps, la révolte là, des fermes industrielles aux Pays-Bas. Mais là, aujourd'hui, ils s'attaquent même à des petits exploitants, des exploitants familiaux, quoi, hein. Ouais. Voilà, des exploitations familiales. Donc, on voit bien qu'il y a une intention délibérée de détruire l'élevage, notamment, Complètement. qui est visé en premier. Et Et il nous faut, s'accaparer tout le foncier agricole. c'est ça. Il Mm. nous faut Oui, absolument défendre ça parce que sinon la France va se retrouver tiers-mondisée, quoi, sans élevage, sans agriculture. Mais bon, écoutez, je crois que l'actualité vous montre qu'il y a de l'espoir puisque bon, il y a des paysans qui se sont soulevés, qui sont en révolte, qui occupent des points stratégiques, qui veulent aller, nous l'espérons qu'ils iront jusqu'au bout parce que bon, ben voilà, on est à un point de bascule là en ce moment quand même, hein. oui. Les idées sont en train de basculer au niveau mondial et donc il faudrait qu'on fasse la même chose en France, c'est-à-dire qu'on renonce à ce mondialisme et que on se lance dans le patriotisme. Voilà, c'est le grand bond en avant, mais c'est la seule solution, quoi. C'est la seule solution. T'inquiète pas, on va pas rester les bras croisés. Je sais bien, Claude. Je sais, je Ouais. sais. Bon, bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie tous les trois. Je vous Merci souhaite beaucoup. beaucoup de Merci. courage dans des situations extrêmement difficiles. Mais bon, en ce moment, c'est quand même une période où nous sommes autorisés à avoir quelque espoir sur l'avenir. Donc voilà, merci encore pour votre participation. Merci pour tout et bon courage à vous pour la suite. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Allez, bonne Merci. soirée. La Bonsoir, France bonne reviendra. soirée. Bonne La soirée. France va se sauver, on va À se une battre. prochaine fois peut-être, parce qu'on Oui. fera Ouais. peut-être d'autres Adnan, vidéos sur d'autres thèmes. la France nous sauvera, on va se battre. Voilà. Bravo, Claude.